Bonsoir à tous. Alors je dis bonsoir parce que la journée a été bien longue. Donc c'est un peu compliqué d'être les dernières et de garder votre attention. Mais je remercie en tout cas tous ceux qui sont restés et qui vont être très attentifs pendant cette rencontre autour de la frugalité, de l'IA et de toutes les interrogations qui ont été évoquées par certains des intervenants dans la journée. J'étais particulièrement intéressée par ce que Grégory a pu dire sur l'IA qui dort la nuit, qui ne travaille pas et qui du coup est sur le mode stop. Voilà. Non, mais c'était dans un cadre d'une expérimentation artistique, donc c'est pas l'objet de notre discussion de ce soir. Alors, je suis ravie d'accueillir Lina Ismaï, responsable développement, innovation, environnement et climat au sein du groupe AFNOR. Lina, dans ce cadre-là, vous travaillez sur les enjeux de management environnemental, sur le changement climatique, sur la métrologie environnementale, le captage et le stockage du carbone. Et vous allez, dans le cadre de cette rencontre, nous présenter le chantier qui a été mené autour d'une AFNOR Spec IA Frugal, qui est un enjeu très important de méthodologie et de partage entre différents types d'acteurs sur les leviers qui peuvent être mis à la disposition des uns et des autres pour maîtriser les impacts environnementaux de l'IA. Audrey Herbelin-Stoup, nous sommes aussi ravis de vous accueillir. Donc vous êtes vice-présidente Affaires publiques et communication mondiale chez Mistral AI, la start-up française bien connue. Donc je ne vais pas présenter cette start-up. Je pense que tout le monde ici connaît parfaitement Mistral. Ce qui nous paraissait très intéressant à travers votre présentation et le focus que vous allez pouvoir faire, c'est justement de montrer à quel point la question de la maîtrise des enjeux environnementaux, à quel point Mistral a intégré très tôt ces questions-là et comment vous les développez, comment vous les déployez dans le cadre des chantiers qui sont les vôtres. Alors, en introduction, avant de passer la parole à Lina, je voulais juste revenir sur 2-3 éléments. Pour certains, vous le savez, le Shift Project a présenté la semaine dernière un rapport qui s'appelle IA, données, calcul, quelles infrastructures dans un monde décarboné. Et les perspectives qui sont données dans ce cadre-là sont plutôt inquiétantes, à la fois en termes de consommation d'énergie, mais à l'échelle mondiale. L'étude porte pas simplement sur le cas français, mais véritablement sur les data centers français. Quelques chiffres. Donc, le Shift considère que la consommation électrique dans 7 ans, dans 5 ans, pardon, j'étais en 2023 dans ma tête, dans 5 ans sera multipliée par 3 pour ce qui concerne l'IA, avec une part de l'IA dans les data centers qui est là aussi en croissance, puisqu'aujourd'hui on est à 15% des data centers qui sont utilisés pour les intelligences artificielles et demain, en 2030, ça devrait être une part entre 35 et 55%. Donc on voit bien là qu'il y a des sujets sur lesquels il va falloir s'interroger, pas simplement du point de vue de la transition écologique, de la consommation énergétique, mais aussi de la confrontation des usages, parce que forcément, on va aller beaucoup plus loin sur ces questions-là. Alors, dans un moment où l'Union européenne se pose des questions sur la décarbonation de ses activités économiques, dans un moment où la consommation énergétique est un sujet pour toutes les activités, il nous paraissait très intéressant de vous avoir toutes les deux à cette table pour que vous puissiez nous éclairer sur les initiatives qui ont été prises, d'un côté avec l'AFNOR Spec, de l'autre avec Mistral AI. Lina, je vous laisse commencer. Merci beaucoup, tout le monde m'entend bien. Merci beaucoup au CNC pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu IA frugal, IA sobre, IA durable, IA soutenable. On voit beaucoup de termes aujourd'hui. Donc moi, je travaille chez AFNOR Normalisation. On est l'association française de normalisation. Mon rôle au quotidien, c'est de pouvoir accompagner les besoins des acteurs du secteur de différents domaines par rapport à l'élaboration de guides de bonnes pratiques, de référentiels d'harmonisation, de méthodes communes, etc. Les fameuses normes. Parfois, le mot norme, il peut être un peu dévoyé. On peut voir ça comme une contrainte, mais nous, réellement, on travaille sur des normes volontaires à disposition des entreprises pour pouvoir se développer et répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Peut-être pour entrer un petit peu dans le détail de ce projet IA Frugal dont je vais vous parler aujourd'hui, moi je voulais vous partager peut-être à la genèse du projet. Donc là on remonte à fin 2023, des enjeux qu'on s'est partagés très vite entre AFNOR et le ministère en charge de la transition écologique. Au-delà de tous les articles de presse mainstream sur les impacts environnementaux de l'IA, qui ont été extrêmement mis en valeur, et heureusement, parce qu'effectivement, on se parle, comme l'a dit Leslie en introduction, des enjeux énergétiques, mais derrière ça, on peut se parler des enjeux de consommation en eau, des enjeux au niveau des émissions de gaz à effet de serre pour faire tourner les data centers et d'autres outils qui structurent la filière de l'IA, mais aussi des enjeux autour des ressources, extraction des minerais critiques, la criticité des métaux. Globalement, les impacts environnementaux de l'IA, aujourd'hui, on est en mesure de les chiffrer, on est en mesure de les prouver. Il faut pouvoir faire quelque chose. Le constat qu'on s'est partagé avec le ministère de la Transition écologique, c'est le fait que, d'une part, on a des entreprises qui, fin 2023, commençaient parfois à communiquer sur l'impact environnemental de l'IA, pouvaient communiquer peu, pouvaient communiquer mal, mais dans tous les cas, la communication n'était pas assez robuste et pas assez claire, que ce soit pour les entreprises qui vont faire du providing de ces services d'IA ou pour les entreprises qui vont avoir besoin d'aller utiliser les services d'IA. Donc, accolé à ce premier constat, on en a un deuxième, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre de référence qui permet de calculer, communiquer de manière la plus harmonisée possible les impacts environnementaux liés à l'utilisation et au développement d'un service d'intelligence artificielle. Et donc, dernier constat, comment on fait pour comparer ? Comment on fait pour comparer deux solutions d'IA s'il n'y a pas de cadre qui est harmonisé? Donc de ces trois constats-là, on tire trois objectifs. Le premier, c'est de pouvoir outiller avec une méthode de référence de calcul de l'impact environnemental de l'IA. Outiller les acteurs du secteur du numérique, mais aussi les acteurs qui vont être amenés à se saisir de l'IA dans le cadre de la transformation des métiers. Deuxième objectif, le fait de pouvoir poser un consensus national, donc avec un référentiel général qu'on a publié en juin 2024, qui vaut pour les acteurs français. Et dernier objectif, pouvoir porter ce travail français-là au niveau international et au niveau européen. Globalement, ce qu'on tire aussi de cette expérience, c'est le fait que la filière des acteurs de l'IA, aujourd'hui, on est sur quelque chose d'extrêmement dynamique. Les acteurs français, ils sont présents, ils se fédèrent, ils travaillent ensemble, ils partagent des bonnes pratiques, etc. Il y a un enjeu de souveraineté derrière tout ça et de pouvoir s'inscrire dans le jeu mondial de la course au système, aux services d'IA qui soient les plus efficaces possibles et les plus frugaux potentiellement. J'y reviendrai un peu après. Face à ces trois objectifs-là, donc avec le ministère en charge de la transition écologique, on a choisi de mener un travail collaboratif entre janvier et juin 2024 pour aller écrire un premier document de référence pour les acteurs impliqués en lien avec les enjeux d'IA et d'impact environnemental. Globalement, le but de ce document, c'était vraiment de pouvoir parler à tout le monde, aussi bien au secteur privé, avec des équipes métiers, des équipes RSE, achats responsables, des équipes SI, data, IA, des équipes dev, des équipes DSI, mais aussi au secteur public. Ce qui est assez intéressant, c'est que le ministère en charge de la transition écologique avait commencé début 2023 à faire ce qu'on appelle des démonstrateurs d'IA frugale dans les territoires. Donc, il y avait aussi un besoin de la part des acteurs publics et aussi dans le cadre de la commande publique de pouvoir avoir un référentiel qui permet de pouvoir identifier vers quelle solution on se tourne, parce que potentiellement le critère prix il est plus suffisant et demain il faut pouvoir positionner un critère performance environnementale en plus d'un critère prix dans les appels d'offres, dans les appels à projets.
Donc, le but de ce document, c'était donc de pouvoir déjà partager une première terminologie commune. Quand on dit IA frugale, globalement, dans le référentiel général pour l'IA frugale, vous allez retrouver la définition, une définition consensuelle qui a été co-construite avec tous les acteurs qui ont participé au projet. Vous pouvez nous préciser combien d'acteurs ? Alors, on a mené ce projet en 6 mois avec plus de 150 participants qui, du coup, représentaient une assez large diversité de parties prenantes. On avait donc aussi bien des acteurs académiques, des entreprises en propre avec des acteurs industriels, les pouvoirs publics, évidemment, au niveau de différentes administrations, et également un gros écosystème start-up emporté par Hub France IA qui va fédérer aussi la filière IA et également des acteurs représentants de la société civile et des think tanks à l'image du Shift Project du coup qui a également participé à l'élaboration de ce référentiel-là. Donc c'était un travail intense, on va dire, 150 personnes autour de la table en 6 mois pour sortir un document de référence consensuel qui du coup convienne à tout le monde, mais pour le coup on s'est bien organisé puisqu'on avait aussi autour de la table différentes expertises. Donc il y a une partie dans le référentiel général pour l'IA frugale, une grosse partie qui a trait à la méthode d'évaluation de l'impact environnemental de l'IA et pour illustrer toute cette partie-là, Mistral sera tout à fait en mesure de pouvoir témoigner. Et également une partie sur les bonnes pratiques. Le but, c'était de pouvoir rendre ce document-là le plus opérationnel possible. C'est-à-dire que Hub France IA, avec les acteurs du terrain, ont permis de collecter les meilleures bonnes pratiques à l'époque, en 2024, qui permettaient de pouvoir limiter les impacts environnementaux de l'IA tout au long du cycle de vie de l'IA et en lien avec différents critères. Donc, c'est-à-dire que dans le référentiel, vous retrouvez par exemple des bonnes pratiques en fonction de son rôle dans la chaîne de valeur. Si je suis dans une équipe DSI ou plutôt un référent métier, je vais avoir des bonnes pratiques que je peux mettre en place moi-même, des bonnes pratiques en fonction on va dire de la maturité de la structure ou du projet. Il y a des niveaux d'engagement qui sont différents et des niveaux de difficulté qui sont progressifs. Exactement. Et des bonnes pratiques qui sont effectivement plus simples à mettre en place que d'autres, mais qui, du coup, normalement, conviennent à chaque personne qui voudrait faire quelque chose à son échelle. C'était très important de pouvoir toucher tout le monde. Et peut-être un dernier élément pour donner un petit peu de perspective. Donc ce référentiel, il a été publié en juin 2024. Le but depuis juin 2024, c'est de pouvoir le diffuser le plus largement possible. On l'a évidemment traduit en anglais parce que ça a intéressé des partenaires européens et internationaux. Et nous, à FNOR, on siège dans les organisations internationales et européennes de normalisation. Et le but, ça a toujours été de porter ce travail-là au niveau européen. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a ce règlement européen sur l'IA qui va définir des exigences essentielles, notamment sur le développement des IA économes, des IA sobres, etc. C'est précisé dans les articles du règlement IA. Nous, avec la normalisation volontaire, on arrive justement avec cette méthode pour pouvoir anticiper ces évolutions réglementaires qui, dans tous les cas, vont venir bousculer un peu le marché européen. Donc le but et le travail est actuellement en cours du coup depuis plusieurs mois. Le but, c'est de porter ce référentiel franco-français, d'aller embarquer nos partenaires européens et de dire, voilà, nous, on arrive avec une proposition pour une norme européenne, une première norme, du coup, que ce soit au niveau européen ou international, sur la mesure et la limitation de l'impact environnemental de l'IA. Et donc, pour ce faire, nous, on fédère
les parties prenantes françaises et on pilote les travaux d'élaboration de ce référentiel au niveau européen avec du coup plusieurs pays qui sont engagés dans l'élaboration de ce référentiel. Ça prend un petit peu de temps parce que du coup le niveau de consensus il est un peu différent puisqu'on a des incompressibles sur le fait de pouvoir consulter tous les pays. Mais globalement les travaux sont bien engagés, on a des experts qui sont motivés et on s'oriente vers une publication de la norme européenne autour de 2020, on va dire fin 2026, début 2027, on espère. Voilà. Formidable. Et au niveau français, l'appropriation par les acteurs de l'IA du référentiel AFNOR, vous arrivez à mesurer l'impact aujourd'hui ou pas encore? C'est trop récent. Enfin voilà. Qui s'est approprié ce référentiel, qui est en fait en quelque sorte un mode d'emploi qui référence les bonnes pratiques impactantes, en tout cas la méthodologie qui doit être appréhendée par les uns et par les autres. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours ? Alors oui, pour le coup, on a du coup, suite à la publication de ce référentiel, plusieurs entreprises qui faisaient déjà partie du collectif d'élaboration du référentiel, qui ont choisi vraiment de le mettre en place, une ou plusieurs bonnes pratiques, de pouvoir jouer le jeu de la méthode de calcul, de l'impact environnemental. On a des entreprises aussi qui nous ont approchés pour pouvoir avoir potentiellement des briques en plus, on va dire. Est-ce qu'on peut faire une petite liste des bonnes questions à se poser lorsqu'on se pose la question de l'intégration de l'IA dans un projet en entreprise? Donc il y a des choses encore à pouvoir construire, je pense, ensemble avec les entreprises qui émettent ces besoins-là. Mais globalement, ce temps d'appropriation depuis juin 2024, je pense qu'il est encore en cours, globalement. Je pense qu'à partir du moment où on a des acteurs qui tirent la filière vers le haut, qui jouent le jeu, du coup, comme Mistral de la mesure de l'impact environnemental, on va avoir un effet d'entraînement, globalement. Et après, pour la liste, je dirais, un peu exhaustive, des entreprises ou des acteurs qui se saisissent du référentiel d'une manière ou d'une autre, on est en train de constituer une sorte de gros REX globalement, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a, pour vous citer, donc des acteurs, on va dire, du ferroviaire, des télécommunications, des banques qui se sont saisis du référentiel, donc en termes de gros acteurs, des industriels aussi. On a aussi des bureaux d'études, des cabinets de conseil et des consultants qui, du coup, souhaitent accompagner leurs clients avec les prédispositions et les recommandations du référentiel général pour l'IA frugale notamment. J'imagine qu'en plus ça participe du reporting extra-financier que de pouvoir chiffrer les choses, les engager, les objectiver. Donc vous devez avoir un certain nombre d'acteurs qui utilisent ce référentiel dans ce cadre-là aussi. Exactement. C'est vrai que la cible CSRD, avec la nécessité de pouvoir avoir une vision globale sur notamment les data points en termes de consommation énergétique ou émissions de gaz à effet de serre, font que du coup les grandes entreprises qui sont soumises en premier lieu vont se saisir petit à petit du référentiel d'une manière ou d'une autre. Oui. Merci beaucoup. Audrey, je vous propose, si vous le voulez bien, alors je pense qu'il y a un micro pour chacune d'entre vous. Je vous propose de nous présenter justement la démarche qui a été portée par Mistral. Quand on s'est parlé pour préparer cette rencontre, on m'avait dit « Oh, mais moi je fais partie des dinosaures de Mistral ». Je me suis dit « Ah bon, mais Mistral n'est pas si vieux que ça ». Et en même temps, donc je trouvais ça particulièrement intéressant que vous puissiez présenter les choses comme ça. En même temps, le dinosaure, il est assez actif. Donc ça serait voilà, on avait vraiment envie de vous entendre parler sur cet engagement-là, qui n'est pas qu'un engagement personnel, qui est vraiment un engagement de groupe et d'équipe. Et donc on avait envie de partager avec vous sur cette initiative. On espère qu'on n'aura pas la même fin que les dinosaures. Oui, effectivement, moi je suis arrivée chez Mistral au tout début de l'aventure et en fait sur notre rapport à la question de l'empreinte carbone ou de l'impact environnemental, ce qu'il faut avoir en tête, c'est alors on est une entreprise française, on a des chercheurs qui ont fait le choix de quitter des grandes entreprises américaines pour venir créer cette entreprise ici et qui ont tous une conscience écologique. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi assez ancré d'un point de vue philosophique, humainement, dans l'ADN de l'entreprise.
Et il s'avère que quand on crée une entreprise d'intelligence artificielle générative, puisque nous, on se place à un endroit assez particulier dans l'écosystème de l'IA, on crée des modèles et il y a de moins en moins d'acteurs qui créent des modèles. Il s'avère que ça coûte extrêmement cher parce que la puissance de calcul, c'est quelque chose qui est extrêmement onéreux, que certes, on a fait des très belles levées très vite, mais néanmoins, ça coûtait très cher. Et donc, de toute façon, dès le début, on a eu cette contrainte financière d'avoir accès à une puissance de calcul réduite. Et donc, on a travaillé assez différemment dans la manière de créer les modèles parce qu'on avait besoin d'intégrer cette contrainte, de se dire comment on va avoir un modèle qui va atteindre un niveau de performance à peu près équivalent à celui de nos concurrents à l'époque, à savoir OpenAI, avec 1000 fois moins d'argent, voire je pense que je suis en dessous des chiffres. Et donc, ça a nécessité pour nous de travailler différemment et donc d'utiliser beaucoup moins de ressources énergétiques et de beaucoup moins de puissance de calcul pour entraîner notre premier modèle qui était le 7B et qui a été un modèle qui, effectivement, a un peu secoué le cocotier du monde de l'IA et a montré qu'on pouvait faire différemment, qu'on pouvait avoir un niveau de performance important avec beaucoup moins de paramètres et donc un temps et une mobilisation de la puissance de calcul qui était inférieure. Donc à la base, c'est une réflexion qui vient d'une contrainte financière. Et à partir de là, c'est vrai qu'on s'est spécialisé dans ces modèles qui étaient des modèles plus efficients, plus petits, et donc dont on avait l'intuition que ces modèles-là, de manière logique, ils consommaient moins. Mais ça, c'était de l'intuition et on n'arrivait pas à l'objectiver et on avait envie de l'objectiver parce qu'on se disait aussi qu'il fallait absolument pas être dans le déni de l'impact environnemental de notre activité et qu'on a très vite balayé ce discours qui consistait, il y avait, je pense que on s'en est un peu séparé maintenant, mais il y avait début 2024 une sorte de rhétorique de oui, ça consomme, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va résoudre tous les problèmes du monde, ça va résoudre le problème du changement climatique et donc bon, passez votre chemin, il n'y a rien à voir, à la fin tout va se régler. Et nous, on était plus que sceptiques face à cette approche-là. On a la chance d'être géré par des chercheurs, parce qu'il y a plein d'inconvénients, mais qui a aussi l'avantage d'avoir une certaine rigueur intellectuelle sur ces enjeux-là. Et donc, il y avait chez nous une volonté de dire, attendez, c'est pas du tout comme ça qu'on veut prendre le sujet. En revanche, nous, on sait qu'on utilise moins de puissance de calcul. Est-ce qu'on peut se dire qu'on va plus loin dans la démarche et qu'on essaye de mesurer concrètement quel est l'impact de ce qu'on fait? Faut se rendre compte qu'à l'époque, donc on était 40 salariés. Je pense qu'on devait être 3 à pas être des chercheurs. Moi, j'avais pas du tout d'équipe. On avait une directrice juridique et puis on avait quelqu'un qui allait vaguement faire semblant de vendre des modèles. Mais on était vraiment en mode très artisanal. Et on se dit, ok, on va lancer une étude du cycle de vie des modèles. Je sais pas pourquoi, je sais pas quelle a été la jeunesse de cette idée. En tout cas, je pense qu'on était un peu inconscient sur ce que ça représentait. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit qu'il fallait qu'on se fasse bien accompagner et qu'on se fasse accompagner par des gens sérieux. Et tout de suite, on s'est rapproché de Carbone 4. Parce que Jean Covissier, parce que Shift Project, et qu'effectivement on voulait aussi être dans quelque chose qui était sans compromis d'un point de vue de la rigueur scientifique et de parler avec des gens qui sont critiques vis-à-vis de la technologie et donc d'arriver à faire quelque chose de rigoureux. Et en fait on a lancé cette initiative et en parallèle on discutait avec l'ADEME et l'ADEME nous a dit faisons un truc à 3 parce que ça va nous permettre effectivement au-delà de votre travail à vous, de regarder comment on peut étendre le sujet et avancer effectivement vers une méthodologie qui puisse être plus largement diffusée. Et donc là, on s'est lancé dans une aventure qui a duré quasiment 1 an et qui a été un chemin semé d'embûches parce que notre ambition, elle était juste d'arriver à un chiffre sérieux.
et c'était tout. Et donc on avait pris notre plus gros modèle et notre plus petit modèle pour avoir 2 points de comparaison. Et en fait, on s'est lancé dans quelque chose sur lequel il n'y avait pas de consensus scientifique d'un point de vue méthodologique, sur lequel il y avait des grosses questions de quelles données il allait falloir utiliser. Et donc ça a posé aussi plein de questions chez nous de quelle est la donnée qui est trop confidentielle, enfin comment on fait en sorte de prendre la bonne donnée. Et puis, le sujet, il s'est étendu aussi, comme on essayait de faire tout le cycle de vie, à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, on s'est heurté à l'opacité des acteurs qui sont plus hauts que nous dans la chaîne de valeur et dont nous sommes dépendants. Et donc, il y a eu aussi quand même beaucoup de complexité dans tout le cheminement qui a mené à la réalisation de cette étude et la publication de l'étude à l'été dernier. Et une fois qu'une étude de cette nature est publiée, est-ce que ça a un effet levier en interne ? Est-ce que ça génère des pratiques différentes ? Et comment aussi ça peut s'articuler avec un secteur qui est extrêmement concurrentiel où les démarches sont pas identiques aux vôtres ? Alors, c'était très intéressant en interne parce que ça a créé beaucoup de débats. Parce que on avait commencé à travailler. On travaillait avec un petit groupe restreint dont notre CTO et cofondeur Timothée et puis quelques ingénieurs. Et donc, on avait demandé à Carbone 4 de venir présenter à l'ensemble de l'équipe le premier jet. Et alors, vous imaginez Carbone 4 en face de 20 polytechniciens. Voilà. Et donc, ça a ouvert de nouveaux workshops. C'est-à-dire que les chercheurs chez nous, se sont surinvestis et ont pris le projet en venant expliquer que ce calcul-là, ça n'allait pas du tout, que là, c'était pas suffisamment rigoureux et que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait penser le projet. Donc, c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu des vraies confrontations scientifiques très poussées. Là, c'est le moment où moi j'ai un peu laissé les choses se faire de loin, mais il y a eu ça a embarqué l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'était aussi un point fort, c'est que ça a été un vrai projet d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le projet arrive et qu'on a effectivement de la mesure, il y a 2 choses. C'est que les chiffres, ils sont pas bons. Et ça, on se le dit très franchement, les chiffres, ils sont mauvais. Et nos concurrents communiquent sur des chiffres qui ont des méthodologies complètement différentes. Donc, quand vous regardez et que vous comparez les chiffres, oui, il fallait un peu de courage quand même pour se dire, à ce moment-là, on sort publiquement parce que effectivement, ça nous met dans une posture, certes, d'être le premier et d'être celui qui a fait le choix de la rigueur scientifique et méthodologique. En revanche, si vous comparez les chiffres que les autres mettent sur la table, à la fin, si vous creusez pas, vous vous dites pourquoi choisir du Mistral. Le deuxième point qui est intéressant pour nous, c'est que la conclusion, c'est quand même que la très très grosse partie de l'impact, c'est l'entraînement du modèle et dans le data center, et que ça, l'impact, il va être sur le choix d'énergie que vous prenez. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir immédiatement la main. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est dit, on n'avait pas fini l'étude à l'époque, mais on était toujours dans notre intuition, que entraîner nos modèles dans des data centers en France avec de l'énergie nucléaire décarbonée, ça avait très clairement un impact extrêmement positif. Là où vous avez beaucoup d'acteurs qui entraînent au Nevada, le Nevada, c'est pas idéal en termes de qualité d'électricité et c'est pas terrible en termes de consommation d'eau. Donc clairement, le première action et le premier levé d'action, c'est le fait de se dire, ok, maintenant, on va, pour plein d'autres raisons qui sont aussi des raisons d'indépendance et des choix géopolitiques et stratégiques, mais le fait d'entraîner les modèles en France sur des data centers qui sont branchés à l'énergie décarbonée, ça a un vrai impact. Donc on peut jouer là-dessus, et c'est là où c'est aussi intéressant dans la démarche qu'on a vis-à-vis de nos clients, parce que nous on est plutôt une entreprise B2B,
c'est qu'en fait, on donne aussi ce choix-là à nos clients, de dire venez choisir des acteurs qui font de l'IA entraînée en France sur de l'énergie décarbonée. Ça a de l'intérêt pour vous, et la méthodologie, nous, notre but aussi, c'est qu'elle puisse alimenter nos clients et les aider dans leur reporting extra-financier. Mais au-delà de ça, en développant notre propre data center pour nous, on s'est dit comment une fois qu'on a fait, parce que nous on aime bien la difficulté, donc on a fait le bilan carbone au bout d'un an. Après on s'est dit tiens, on va faire du data center parce qu'on n'avait pas assez à faire avec les modèles. Maintenant qu'on sait faire du data center, comment on fait du data center adapté à l'IA en France, qui va vendre du service en France, et donc qui permet aussi de l'entraînement jusqu'à l'inférence de pousser cette sobriété, ou en tout cas cette frugalité énergétique. Et dans un cas comme dans l'autre, est-ce que le fait de pouvoir avoir des trajectoires plafonds, c'est des questions qui ont été abordées, soit par les parties prenantes au moment de la construction de l'AFNORSPEC, soit dans le cadre de Mistral? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous vous interrogez? Parce que forcément, on se projette dans les accords de Paris, la neutralité carbone à échéance de 2050. Comment ces questions-là, elles sont appréhendées à l'endroit d'un référentiel AFNORSPEC ou à l'endroit de Mistral, qui a posé les premières bases justement de savoir d'où vous partez pour vous fixer des objectifs, j'imagine? Je commence. Cette question de la trajectoire plafond et des objectifs chiffrés en matière de trajectoire de décarbonation, etc. Nous, dans la philosophie du référentiel méthodologique, on n'est pas allé jusque-là, puisque on est vraiment sur de la spécificité d'un acteur avec sa trajectoire, etc. Évidemment, la bibliographie socle, elle prend en compte les accords de Paris sur le climat et je dirais tout le socle scientifique, globalement lié au GIEC, etc. Mais on ne peut pas, on va dire, pour mettre en place ce référentiel méthodologique qui doit parler à tout le monde, on n'a pas pu aller aussi loin que ces trajectoires plafonds. Il faut que les entreprises et les acteurs s'en saisissent eux-mêmes, pour le coup. Et juste une question avant de vous passer la parole. Est-ce que le référentiel, il va faire l'objet d'actualisations régulières ? Alors, le but de ce référentiel français-là, c'est que demain, ce référentiel français n'ait plus forcément lieu d'être et puisse être remplacé par la norme européenne directement. Mais comme ça prend du temps, on se pose la question de la mise à jour, globalement. Oui, sur les trajectoires plafond, en fait, je pense que c'est un débat important, mais qu'il est un tout petit peu prématuré dans le cas de l'IA. En tout cas, sur l'IA générative, on est sur une technologie qui, aujourd'hui, est encore quand même au tout début. Alors, ça va très, très vite, mais c'est encore au début. On a encore un sujet d'adoption. L'adoption en Europe, elle est lente. Donc, je pense qu'on a quand même un peu besoin de voir dans quelle mesure l'adoption grandit pour réussir à mettre des plafonds qui soient pertinents. Il ne faut pas que ça bride pour autant le développement de la techno. En revanche, je pense qu'il y a plein de levées d'action qui peuvent être assez rapides et assez intéressants, notamment sur la commande publique. Je trouve que c'est très intéressant de se dire qu'on va mettre des critères sur la commande publique plutôt que de faire de la préférence européenne. Ça peut avoir du sens. Je pense qu'il peut y avoir plus de prise en compte et d'encouragement effectivement à utiliser des data centers ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le prix de l'électricité renouvelable. Moi, c'est moi qui ai fait les négos sur l'électricité pour le data center et quand j'ai vu le prix j'ai demandé au début est-ce qu'on peut faire du renouvelable. Quand j'ai vu le prix, non, on va pas faire du renouvelable. Mais donc voilà, il y a aussi beaucoup de sujets comme ça qui peuvent, sur lesquels il peut y avoir des petits coups de pouce qui peuvent avoir un impact quand même assez rapide et assez utile. Et puis il y a un point dont on parle assez peu, qui est le point de l'éducation à l'usage des modèles et de la technologie, et qui est tout le monde n'a pas besoin d'un très gros modèle. Il y a plein de cas d'usage qui nécessitent des petits modèles qui ont des fonctionnalités très précises et qui vont donc consommer beaucoup moins de capacité de calcul. Il y a aujourd'hui, c'est le grand moment des modèles de raisonnement.
honnêtement, 80% des usages ne nécessitent pas d'appuyer sur le petit bouton raisonnement. Et ça passe aussi par le fait de sensibiliser les acteurs de l'IA au design de leurs produits. Si vous utilisez le chat de Mistral, je vous encourage tous à utiliser le chat, quand vous allez vouloir utiliser le raisonnement, vous allez cliquer sur un bouton pour dire « je veux du raisonnement ». C'est pas la machine qui va décider pour vous si ça va aller chercher un modèle de raisonnement ou pas. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est comment on rend un peu plus... comment on force aussi à un usage qui soit un usage peut-être plus raisonné. Alors, il ne faut pas se restreindre excessivement, mais c'est pas parce que vous allez faire 3 prompts ou 10 prompts que ça va avoir un énorme impact. En revanche, prendre un modèle de la bonne taille, qui correspond à vos besoins, ça c'est vachement important. Et puis vous parliez tout à l'heure de la nuit, mais c'est un vrai sujet, c'est comment on occupe nos data centers 24 heures sur 24 et comment on fait en sorte d'avoir un usage qui puisse être le plus optimal possible. Donc il y a aussi un enjeu de sensibilisation du consommateur final qui est pour nous plutôt entreprise, mais qui peut être le grand public, à avoir les bons usages, ou en tout cas à faire des choix qui sont des choix qui prennent en compte ces critères-là. Alors, il y avait un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était justement, ça renvoie à ces usages-là. Est-ce qu'il y a des enjeux dans ces modèles-là, sociaux, sociétaux, éthiques, parce qu'il y a effectivement les enjeux d'impact sur l'environnement, mais il y a aussi, dans l'approche qu'on peut avoir sur les impacts de ces IA, il y a ce qui relève des enjeux aussi sociaux et des enjeux éthiques. Alors, ça a été une grande partie des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Comment vous appréhendez, aussi bien dans le référentiel AFNOR ou dans la prochaine norme européenne et chez Mistral, comment vous appréhendez ces questions-là ? Alors peut-être quelques éléments par rapport à ces enjeux. Nous, le parti pris lorsqu'on a développé le référentiel avec les parties prenantes, c'était de très concrètement pouvoir commencer quelque part. Le fait d'aller prendre tous les enjeux de la responsabilité, les impacts sociaux, sociétaux, environnementaux, etc., c'était trop compliqué. Il y avait aussi une volonté de pouvoir être adossé à du scientifique, à du robuste et opérationnel. Et effectivement, la science environnementale et la mesure des impacts environnementaux, c'est du concret. On est capable d'y apposer des chiffres qui soient sérieux, etc. Donc, il a fallu commencer quelque part. Je pourrais twister la question en disant que dans un paradigme de transition juste, on embarque les enjeux sociétaux lorsqu'on s'occupe des enjeux environnementaux, mais c'est pas forcément la question. Non, alors globalement sur les enjeux sociaux, sociétaux, éthiques, on a des groupes de réflexion aujourd'hui au niveau européen avec d'autres pays, au niveau international aussi, en normalisation, qui commencent à y réfléchir sur des aspects fondamentaux, sociétaux, des modèles d'intelligence artificielle. C'est encore assez prospectif, on va dire. Il faut savoir aussi que la mesure de l'impact social, ça ne va pas pouvoir être aussi précis et scientifique que la mesure de l'impact environnemental. Donc potentiellement, ce qu'on pourrait voir apparaître en normalisation à terme, c'est peut-être des guidelines, des bonnes pratiques, des recommandations partagées par tout le monde, mais pas forcément adossées à des modèles de mesure en tant que tels. Donc c'est des discussions en cours, mais qui sont encore assez prospectives pour l'instant. C'est un vaste sujet. Non, chez Mistral, je pense que moi je reviens quand même à pourquoi à un moment se crée une boîte d'intelligence artificielle en France et la raison d'être et ce qui est à la genèse de la création de cette entreprise, c'est quand même de se dire qu'on a envie que cette technologie qui est tellement transformatrice pour nos sociétés, elle soit pas dans un monolithe d'une vision Silicono-Valley centrée. Et c'est ce qui était dit. J'ai juste vu la fin de la table ronde précédente, mais nous l'enjeu c'était celui-là, c'était de se dire que cette technologie qui va avoir un
tel impact sur l'ensemble des contenus, et avec tout ce que recouvrent les contenus en termes de diversité linguistique, diversité culturelle, diversité des points de vue, de représentation du monde. Pour nous, il nous semblait hyper important de pouvoir offrir autre chose, une autre vision, ou en tout cas de la diversité. Et d'ailleurs, on a été les premiers à entraîner des modèles d'IA, pas que sur de l'anglais. Nous, notre premier modèle était entraîné sur de l'anglais, du français, de l'italien, de l'allemand et de l'espagnol. Et c'était fondamentaux parce que, alors certes, maintenant, il y a des modèles dans plein d'autres, il n'y a pas que le texte, mais c'est vecteur de représentation, de valeurs, de patrimoine culturel. Donc, c'est très important de pouvoir faire perdurer ça. Plus largement, je pense que nous, on a à cœur effectivement de proposer une vision différente de l'IA, une vision qui effectivement doit être décentralisée, doit être diverse, mais doit aussi, par exemple, être extrêmement précautionneuse des enjeux de respect de la vie privée. Et ça, c'est un point qui est très fort pour nous. Alors, nous, on est ici, on est soumis au RGPD, hein, contrairement à nos concurrents, mais donc voilà, forcément, c'est intrinsèque chez nous. Et donc par là, il y a aussi une envie pour nous, et je pense que c'est aussi lié au fait que le cœur de notre activité, de notre développement business, il est au service des entreprises, donc il est sur une activité qui est très B2B. C'est que nous, notre vision, c'est que cette technologie-là, elle doit servir les gens. Nous, on n'est pas dans la grande recherche de l'AGI, hein, donc de cette super intelligence artificielle. Nous, notre cœur de développement, et ce qu'on essaye de faire, c'est de dégager du temps en automatisant des choses qui ne pouvaient pas être automatisées jusque-là ou qui vont créer davantage d'opportunités. Est-ce que ça a un impact social? Ça aura nécessairement un impact social et je pense que comme sur la question de l'impact environnemental, on ne veut pas mettre un mouchoir dessus. En revanche, je pense que on essaye d'avoir un point de vue et notamment un apport sur ce débat-là et notamment dans le cadre des régulations européennes qui est un peu différent aussi, qui est de dire qu'il peut y avoir une autre voie et une alternative et construire des choses avec les gens qui nous utilisent et les gens qui nous entourent. Et donc on a envie d'être beaucoup plus ancré dans la cité, peut-être que d'autres. Merci beaucoup. On voulait laisser un temps aux échanges avec la salle et à vos questions. Donc, est-ce qu'il y a... La première est toujours la plus complexe. Est-ce qu'il y a sur ces sujets-là... Oui, je vois une main qui se lève, là. Monsieur, on va vous passer le micro. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir, est-ce que d'après vous, et j'aurais tendance plutôt... Enfin, je peux m'adresser aussi bien à l'une qu'à l'autre, c'est que est-ce qu'on va vers... parce qu'en fait, on est au début de l'IA aujourd'hui. Est-ce que vous pensez en termes de... Parce que c'est préoccupant, cette histoire environnementale, en définitive, parce que quand on est dans l'image, moi, par exemple, je suis producteur, je suis dans l'image, c'est pas des petites choses dont on a besoin. C'est un truc où on va animer, où on va aller chercher à... Comme on l'a vu tout au long de la journée grâce au CNC, on va essayer de se rapprocher le plus possible d'une réduction des coûts en essayant d'avoir une intermédiation via des outils qui viennent du là. Donc c'est pas pour faire une rédaction de CM2. Bon. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est comme la voiture où au début de l'automobile, ça polluait un maximum et puis on voit qu'aujourd'hui quand même avec du raffinage, avec une prise de conscience, les véhicules sont beaucoup moins polluants. Est-ce qu'on va vers ça? Et puis deuxième chose que j'ai pas bien comprise en fait, c'est que finalement pour Mistral, vous vous êtes mis une contrainte supplémentaire qui est un petit peu comme le Mercosur, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous vous êtes mis une contrainte là où je pense qu'OpenAI, ils en ont strictement rien à foutre. Donc voilà, c'était mes questions. Voilà. Ah ouais, on aime bien le challenge. Je pense qu'à terme, alors c'est une conviction très personnelle, mais je pense qu'effectivement,
on va aller vers un développement technologique qui va pouvoir quand même... Exactement. Et je le vois, moi, sur... alors, c'est la partie qui pollue beaucoup et sur laquelle il y a assez peu de transparence, mais qui est la production des puces. Aujourd'hui, on a des puces qui sont quand même beaucoup plus performantes, beaucoup plus chères aussi. Mais donc, petit à petit, je pense que tous les acteurs de la chaîne vont quand même essayer, peut-être pas par souci environnemental, mais à minima par souci d'efficacité, d'intégrer la contrainte et donc vont finir par avoir un peu d'impact. Et puis après, je pense qu'on peut les y forcer aussi un petit peu. Ça fera pas de mal de mettre un petit peu d'obligation de ce point de vue-là. Ce que préconise et recommande le Shift d'ailleurs. Oui, bah c'est très intéressant leur approche sur l'infrastructure parce que effectivement, là par exemple, les dernières technologies de puces Nvidia, il y avait un gain d'efficacité d'un ratio de 1 à 100 entre deux puces. Donc, alors, il peut y avoir une course à l'infini, on a toujours besoin de plus d'infrastructures et de puissance, mais néanmoins, ça veut dire que nous, on est capable avec beaucoup moins de puces de faire ce qu'on faisait déjà. Donc il y a un entre-deux à trouver et je pense qu'effectivement, on va arriver vers une évolution de la technologie du hardware qui va permettre effectivement à terme d'intégrer ça. En revanche, ça veut dire que tous les acteurs de la chaîne doivent s'y intéresser et c'est là où moi j'observe quand même une vraie différence entre les acteurs européens, et on n'est plus très nombreux, et les acteurs américains et honnêtement quand j'ai vu il y a des chiffres qui ont été publiés par certains acteurs après la publication de notre méthodologie. Bon, c'est pas, enfin nous ça nous semble pas sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment, à partir du moment où un acteur a mis sur la table une méthodologie qui n'est pas parfaite, mais qui pour le coup pose un certain nombre d'hypothèses qui ont été revues par des pairs, voilà. Si on vient et qu'on balaye ça, si on fait comme ça n'existait pas, là pour le coup on est dans le déni. Et c'est vrai que nous on essaye aussi d'embarquer avec nous un certain nombre d'acteurs. Je pense à Hugging Face, qui est un des acteurs, qui a une chercheuse qui s'appelle Sarah Luciani, qui est l'experte internationale de ces questions-là, et de se dire comment on embarque tout le monde pour aller aussi plaider cette cause-là au niveau international et de pousser des référentiels au niveau mondial. D'autres questions? Oui. Merci, bonjour. J'avais une question par rapport à l'unité d'œuvre. Vous nous dites que vous faites des bilans carbone, mais c'est toujours difficile de savoir si on raisonne en termes de prompt, en termes d'utilisateurs, en termes de... En fait, je voulais savoir ce que vous aviez, vous, comme chiffre, quel était votre référentiel de réflexion par rapport à ça. J'ai pas lu votre rapport, donc je ne saurais pas dire. Et si vous avez des objectifs de réduction de cette trajectoire et vers quoi vous voulez tendre? Alors, on a mesuré deux parties. On a mesuré effectivement, donc on a fait une analyse du cycle de vie assez classique, mais adaptée à l'IA. Donc c'est là où il y avait plein de trous dans la raquette et qu'il a fallu combler. Donc en fait, ce qu'on mesure, c'est en gros le chemin jusqu'à l'inférence, donc avant le déploiement du modèle, et puis après comment on intègre cette mesure depuis le début dans l'utilisation et donc dans l'inférence, donc à chaque utilisation. Ce qui va être intéressant, donc effectivement, clairement c'est l'entraînement qui prend la plus grande part. Mais ce qui va être intéressant, c'est de regarder le point d'équilibre. Et c'est ça, en fait, l'étape d'après pour nous. C'est de dire que le ratio entraînement-inférence, il est extrêmement déséquilibré. En revanche, si on a un modèle qui arrive à vivre très longtemps et être très utilisé, donc à faire un certain niveau d'inférence, on va arriver à une sorte de point d'équilibre. Et donc ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, sur laquelle on est en train de travailler. Je pense que ce sera pour la prochaine étape, parce qu'en plus, on remet ça. Mais le sujet là-dessus, il va être intéressant parce qu'il va aussi, il est complètement contre-intuitif par rapport à la direction que prend cette industrie. C'est-à-dire que cette industrie, elle est, et on en fait partie aussi, dans une course effrénée aux nouveaux modèles toujours plus performants. Et donc en faisant ça, vous réduisez le temps d'utilisation des modèles et donc vous retardez le point d'équilibre entre les deux.
eux. Donc il y a aussi un enjeu et une question de comment à un moment, et ça n'arrivera pas, hein, ça ne va pas se figer parce que l'évolution scientifique continue d'évoluer, mais comment aussi on arrive à faire vivre les modèles dans un temps plus long. Ça va être aussi un principe très intéressant, et notamment ça nous on voit avec nos clients, on est moins sur le B2C, mais effectivement comment un client peut rester sur un même modèle sur un temps beaucoup plus long que quand vous êtes derrière un assistant conversationnel. En fait, les modèles vont être mis à jour très régulièrement pour avoir toujours le meilleur niveau, et ça c'est aussi des choix qui vont être assez importants. Il y a justement Sacha Luciani, elle travaille sur cette question-là de comment on calibre et comment on mesure le point de bascule pour se dire que en fait, à partir d'un certain temps d'usage, pour le coup, le modèle commence à être rentable d'un point de vue empreinte carbone. D'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, aussi, madame, donc vous avez un micro. Comme les tables rondes sont enregistrées, c'est important que vous parliez avec le micro. Bonsoir, merci pour ces interventions. Donc, vous parliez de l'efficacité, de l'optimisation des calculs, des puces, etc. Mais voilà, vous connaissez l'effet rebond. Je pense qu'il y a quand même une problématique à l'usage sur le fait qu'on déploie de manière totalement massive et sans du tout former les personnes. Alors là, on est dans un milieu professionnel, mais dans une pratique publique, il y a un usage absolument massif et une adoption très massive des usages qui fait que même si on optimise au maximum les puces, l'énergie, qu'on utilise de l'énergie décarbonée, on a de toute façon aussi un problème de ressources, de métaux. Hier, il y avait un très bon rapport aussi de Green IT sur les réserves rentables des minerais du numérique et de la transition écologique. On ne va pas y arriver en fait. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Je pense que la législation, c'est le premier point à atteindre. Et alors, peut-être un premier élément de réponse. Avant la législation, il y a aussi la sensibilisation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fera demain, c'est ce qu'on va continuer à faire. Et le fait effectivement de pouvoir transmettre des bonnes pratiques et de pouvoir essayer d'aller au plus proche du réel sur la mesure de l'impact des effets rebonds. Mais en tout cas, nous, notre rôle, en tout cas au niveau du référentiel AFNOR, c'est de pouvoir faire infuser ces bonnes pratiques-là, que ce soit au niveau du monde professionnel, au niveau du B2C, ça fonctionne aussi. Ce référentiel, il peut être lu par tout à chacun de manière personnelle. Et le questionnement autour des usages, des besoins de l'IA, ça fait partie de l'IA frugale. C'est vraiment se questionner, j'ai un besoin, est-ce que je me tourne directement vers un modèle d'IA ou est-ce que mon besoin peut être traité par d'autres services numériques aussi? Effectivement, il ne faut pas que les services et les systèmes d'IA éclipsent tout ce qu'on a aujourd'hui à disposition pour traiter les différents besoins. Et je m'arrête là si tu veux. Oui, alors après, je ne partage pas le constat sur l'adoption. On est très en retard sur l'adoption en Europe. Très en retard. Oui, dans le monde. Mais en fait, le sujet, c'est que on a quand même... Enfin, bon, c'est une course internationale. Moi, mes concurrents, ils sont pas français. Et donc, il y a aussi un enjeu, alors justement, à venir et à avoir ce discours-là, mais il y a un enjeu aujourd'hui à ne pas perdre cette course parce que le retard de l'adoption en Europe a des vrais impacts économiques, géopolitiques, de compétitivité. Donc, il y a un enjeu effectivement à faire davantage d'éducation. Je pense que c'est très clair, à sensibiliser les acteurs et à responsabiliser les acteurs. Et encore une fois, je pense que ça passe beaucoup par la commande publique et commencer par mettre des normes dans la commande publique, ça me semble déjà une première étape qui me semble moi pas hyper compliqué. Vous rendez quand même un acteur privé qui demande à mettre davantage de contraintes dans la commande publique. Mais non, mais voilà, il y a un moment, il faut quand même y aller. En revanche, nous on essaye de tout concilier. Soyons vigilants à pas nous mettre plus de bâtons que ceux qu'on a déjà, parce qu'effectivement cette bataille elle est rude. Merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un mot de conclusion spécifique ou pas vraiment? Pauline?
Sarah, non? Avant que je te passe la parole, vraiment, merci infiniment à toutes les deux. C'était particulièrement intéressant de vous entendre sur ces sujets-là. De toute façon, j'imagine que ce sont des sujets qu'on va adresser encore longtemps. Et on en a besoin, donc il ne faut pas être angélique sur ces questions-là sans être non plus catastrophiste, mais pour autant il y a un enjeu de responsabilisation de chacun des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et c'est fondamental que vous puissiez partager vos travaux avec cette assemblée et avec toute autre assemblée. Merci encore. Non, mais merci à vous et à tous les intervenants de la journée, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette journée et que nous allons bientôt vous proposer les replays de la journée, séquence par séquence, pour ceux qui auraient loupé quelques-unes des séquences. Voilà. Et merci à vous, vous avez été nombreux quand même toute la journée, une journée extrêmement dense.